Bonjour et bienvenue dans Leti Yogi Lab, le podcast qui aide les professionnels du bien-être et du yoga à enseigner avec sens, à s'aligner et à développer une activité vraiment rentable. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui peut faire un peu débat dans le monde du yoga, un sujet qui, à mon avis, mérite qu'on prenne le temps de le regarder avec honnêteté. Le titre de cet épisode est Yoga inclusif et adaptation, ce que le terrain m'a vraiment appris. Et si tu regardes la miniature de cette vidéo, tu verras une phrase un peu provocatrice. Le yoga inclusif ment. Alors évidemment, ce n'est pas une attaque contre l'idée d'inclusion. L'inclusion est profondément juste, hein. Le yoga par essence est une pratique qui devrait accueillir tous les corps, tous les âges, toutes les histoires. Mais avec les années d'enseignement, j'ai commencé à ressentir un petit décalage entre le discours ultra inspirant qu'on entend parfois autour du yoga inclusif et la réalité du terrain. Parce qu'une chose devient très claire. Quand on commence à enseigner à des publics très variés, quand on travaille avec des seniors, quand on accompagne des personnes qui reprennent une activité après très longtemps, quand on intervient en entreprise avec des salariés qui passent leur journée assis, ou quand on accompagne des personnes qui vivent avec certaines limitations physiques, on comprend rapidement que l'inclusion ne repose pas seulement sur une intention généreuse. Elle repose vraiment sur une compétence. Et cette compétence, le terrain me l'a apprise progressivement. Parfois de manière douce et puis aussi parfois de manière très directe, hein. Je me souviens par exemple d'une séance où il y a plusieurs années maintenant avec un groupe de seniors. J'étais encore persuadée que je savais adapter. Après tout, j'avais déjà plusieurs formations derrière moi, une pratique solide, plusieurs années d'enseignement. Et puis je propose une torsion ultra douce, rien de spectaculaire, hein, vraiment une petite torsion très légère. Et là, je vois une élève qui s'arrête complètement. Elle bouge plus, donc je vais vers elle et je lui demande si tout va bien. Et elle me dit quelque chose qui m'a profondément marquée. Je ne sais pas comment respirer quand je tourne. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose d'important. Ce que je pensais évident ne l'était absolument pas pour elle. Et c'est exactement ce genre de moment qui te rappelle que l'inclusion ne consiste pas simplement à dire chacun fait comme il peut, mais l'inclusion demande plutôt une vraie lecture du corps, une vraie pédagogie, et parfois même une remise en question de notre propre manière d'enseigner. C'est exactement ce que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui. Ce que le terrain m'a réellement appris sur l'adaptation et l'inclusion dans le yoga. Pourquoi le yoga inclusif est devenu un sujet central aujourd'hui? Si ce sujet prend autant de place aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, hein. Le public du yoga a changé. Il y a 20 ans, beaucoup de pratiquants étaient déjà relativement mobiles, souvent sportifs, souvent jeunes, souvent attirés par la dimension physique de la pratique. Aujourd'hui, on voit arriver des publics très différents. Des personnes de 70 ans qui découvrent le yoga pour la première fois, ou alors c'est leur médecin qui leur a préconisé. Des personnes qui sortent de périodes de fatigue intenses, hein, comme les burn-out par exemple. Des salariés qui ont des douleurs cervicales chroniques, lombalgie aussi, qui se coincent le dos régulièrement. Des personnes qui vivent avec des limitations articulaires. Et ces corps-là ne peuvent pas entrer dans un cours classique comme si de rien n'était. Je me souviens très bien de ma première intervention en entreprise. J'arrive vraiment avec l'idée de proposer un yoga doux. Mais par contre, dès les premières minutes, je vois les postures assises des salariés, les épaules projetées vers l'avant, les respirations très hautes dans la poitrine, des bassins complètement figés après des heures passées devant un écran. Et là, je réalise que ce groupe n'a absolument pas besoin d'un enchaînement de postures sophistiquées. Il a besoin qu'on lui réapprenne à respirer et à bouger simplement. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que le yoga inclusif n'est pas un style de yoga, c'est une posture d'enseignement. Le décalage entre discours inclusif et la réalité du terrain. Il y a aujourd'hui beaucoup de discours inspirants sur l'inclusion, mais sur le terrain, finalement, l'inclusion est parfois plus complexe que ce que l'on imagine. Parce que dire chacun fait comme il peut, eh bien ça suffit pas, on est d'accord. À l'époque, je me souviens d'un cours où il y avait une élève en reprise d'activité physique. Elle était complètement perdue, c'est-à-dire que le groupe avançait, mais elle restait en arrière, elle était hésitante, comme si elle essayait finalement de suivre sans jamais vraiment y arriver. À la fin du cours, elle vient me voir et me dit, voilà, assez facilement, hein, j'ai l'impression que mon corps ne comprend pas ce qu'on lui demande. Et cette phrase, elle m'a beaucoup marquée parce que c'est exactement ça. Quand on enseigne, on ne donne pas seulement des postures, on donne des repères au système nerveux. Et si ces repères sont trop rapides,
trop complexe ou trop éloigné des capacités du moment de l'élève, eh bien, elle se sent exclue. Même dans un cours censé être inclusif d'ailleurs. C'est pour ça que l'inclusion demande une vraie réflexion pédagogique. Ce que le corps révèle quand on enseigne à des publics réels. Le terrain devient alors un laboratoire extraordinaire. Parce que les corps parlent, et ils parlent très clairement. Je me rappelle d'un cours avec un groupe senior dans une EHPAD, où j'avais vraiment observé simplement comment les élèves s'asseyaient sur leur chaise avant même de commencer la séance. Certains basculaient immédiatement vers l'arrière. Il y en avait d'autres qui s'asseyaient au bord, comme s'ils voulaient fuir le dossier. Certains s'appuyaient complètement sur un côté ou ramenaient les jambes pour déposer leurs pieds vers l'arrière, tu sais, vers la barre de la chaise. Et à partir de cette simple observation, j'avais déjà des informations sur la stabilité du bassin, sur les tensions lombaires et sur la respiration. Je vais te donner une astuce pédagogique que j'utilise très souvent. Observe bien les élèves avant même le début du cours. Parce que la manière dont une personne s'assoit, se lève ou marche dans la salle va te donner énormément d'informations sur la séance que tu vas construire. Pourquoi certaines postures traditionnelles atteignent leurs limites? Avec les années, j'ai aussi compris quelque chose d'important. Certaines postures du yoga traditionnel ont été vraiment conçues pour des corps très entraînés. Il faut être honnête avec ça. Des corps capables de s'asseoir au sol facilement. Des corps habitués à la flexion profonde des hanches. Des corps qui n'ont pas passé 40 ans sur une chaise de bureau. Et quand ces postures arrivent face à des corps différents, eh bien les compensations apparaissent immédiatement. Je me souviens d'un cours où une posture d'équilibre, pourtant simple, créait une tension énorme dans tout le groupe. Et à ce moment-là, je me suis posé une question très simple. Est-ce que je veux absolument garder la posture? C'est-à-dire, je me mets des œillères, je regarde personne et chacun fait ce qu'il peut? Ou est-ce que je veux vraiment garder l'intention? Et cette question, elle change tout. D'ailleurs, si tu es prof de yoga ou coach bien-être et que tu te demandes comment intégrer le yoga sur chaise dans ton activité sans tout bouleverser, j'ai créé un guide gratuit qui explique comment générer tes premiers 700 € par mois avec le yoga sur chaise, même si tu ne quittes pas ton job. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Observer les compensations, la vraie compétence. Une grande partie du métier d'enseignant consiste à observer. Observer comment le corps cherche des solutions. Un élève qui bloque sur sa respiration dans une posture t'indique que quelque chose est trop intense. Un élève qui s'appuie sur une jambe plus que sur l'autre va révéler souvent une instabilité plus profonde. Et ces compensations sont vraiment des informations précieuses. Je te délivre un conseil très concret. Regarde toujours la respiration de l'élève avant d'observer la posture, avant d'observer le corps. La respiration, c'est souvent le premier indicateur que le corps est en difficulté. Adapter sans dénaturer la posture. Adapter, ça ne veut pas dire simplifier à l'extrême. Adapter, c'est conserver l'intention de la posture. Par exemple, si l'intention d'une posture est de mobiliser la colonne vertébrale, eh bien, tu peux y arriver de nombreuses manières. Debout, assis, avec un support. Ce qui compte, c'est vraiment la fonction. Le rôle du yoga sur chaise, c'est exactement ça. C'est exactement là que le yoga sur chaise devient un outil pédagogique incroyable. Parce que la chaise va stabiliser le bassin, elle va sécuriser l'équilibre, elle enlève aussi la peur de tomber. Mais surtout, elle rend certaines compensations beaucoup plus visibles. Et pour un enseignant, ça, c'est une mine d'informations. L'inclusion demande plus de précision. Beaucoup pensent que le yoga inclusif est plus simple, mais en réalité, il demande beaucoup plus de précision, parce que tu dois observer davantage, expliquer différemment les choses, construire des progressions intelligentes. C'est ça une pédagogie exigeante. Ce que ça a changé dans mon enseignement. Personnellement, ces expériences ont profondément transformé ma manière d'enseigner. Je suis devenue vraiment plus attentive, moins attachée à la démonstration, à la fluidité du cours, à l'effet pyramide dans les énergies, beaucoup plus attachée à la qualité du ressenti des élèves. Je regarde moins la posture parfaite, je regarde davantage l'expérience intérieure. Si je devais résumer ce que le terrain m'a appris, ce serait ceci. L'inclusion n'est pas une intention, c'est une compétence. Et cette compétence se construit avec l'expérience, l'observation, des formations solides et beaucoup d'humilité. Parce qu'au fond, enseigner le yoga inclusif, c'est vraiment accepter de rencontrer des corps réels, pas des postures idéales. Et c'est probablement là que le yoga, avec un grand Y, devient le plus vivant.
Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Si ce que je viens de te partager t'a aidé à voir les choses autrement ou t'a donné peut-être au moins une prise de conscience utile, prends 2 secondes pour liker la vidéo. Ça aide énormément la chaîne à se développer et à faire connaître ce contenu à d'autres professionnels qui en ont besoin. Si tu veux aller plus loin sur le yoga sur chaise ou la manière d'enseigner le yoga, la structuration de ton activité ou le travail avec les entreprises et les structures, pense peut-être à t'abonner à la chaîne. Je partage tous les lundis des contenus très concrets qui sont issus du terrain pour vraiment t'aider à enseigner autrement et à développer une activité qui est plus stable, plus professionnelle et, osons le dire, peut-être plus rentable. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo avec une collègue ou quelqu'un qui se pose exactement ces questions en ce moment. Très souvent, on se rend compte qu'on n'est pas seul à bloquer sur ces sujets. Namasté.